Diagnostiqué avec une maladie qui le tuait lentement, sa seule échappatoire à cette cruelle réalité était un jeu auquel il jouait jour et nuit jusqu'au moment de sa mort. Cependant, il s'est réveillé à l'intérieur de ce même jeu, sans rien, sans statut, sans pouvoir, désormais prisonnier du monde dans lequel il s'évadait autrefois. Il doit se battre, survivre et s'élever pour conquérir le royaume qui est devenu sa nouvelle réalité. L'histoire tourne autour de Takuto, un jeune homme passionné par un jeu de stratégie axé sur la gestion d'empire appelé Eternal Nation. Même alité à l'hôpital, il passait ses journées à jouer à Eternal Nation jusqu'à mourir, littéralement, en jouant. Cependant, ce n'est pas sa véritable mort. Quelques secondes plus tard, il se retrouve dans une forêt, assis sur un trône dans une ancienne ruine. La première chose qu'il remarque, c'est à quel point l'air est frais. Une femme s'approche de lui en lui demandant s'il s'est enfin réveillé. En voyant son visage, Takuto la reconnaît immédiatement comme étant Atu, un personnage elfe du jeu Eternal Nation. Atu s'adresse à Takuto en l'appelant Sa Majesté, ce qui le laisse complètement perplexe, ne comprenant pas ce qui se passe. Comme Takuto est un vétéran des animes, il se rend rapidement compte qu'il a, d'une manière ou d'une autre, été transporté dans le monde d'Eternal Nation. Mais que devrait-il faire maintenant? Normalement, la seule personne qu'Atu appelle roi est le seigneur de Minogra, la nation que Takuto dirigeait lorsqu'il jouait encore. Atu l'appelle alors Takuto-sama et dit qu'il est le premier joueur à avoir terminé le jeu en difficulté cauchemar en utilisant Minogra, la civilisation la plus difficile de toutes. Selon elle, Takuto figure dans le classement des leaders, ce qui lui confère le statut de joueur légendaire. Cela le rend encore plus confus. Comment le personnage du jeu pourrait-il avoir accès à des informations qui dépassent la barrière du monde virtuel? Atu révèle qu'elle se souvient de tout, de toutes les victoires, de toutes les défaites, de chaque mot que Takuto lui a dit à travers l'écran de l'ordinateur et de tout le parcours qu'ils ont partagé jusqu'à ce moment. Ému, Takuto commence à pleurer. Il dit à quel point il est heureux de pouvoir enfin parler avec Atu, son personnage préféré du jeu. Atu répond en disant qu'elle ressent exactement la même chose. Cependant, cela n'explique toujours pas comment il s'est retrouvé là. Alors Takuto demande si c'est Atu qui l'a amené dans ce monde, mais elle répond qu'elle n'en a aucune idée, car elle aussi était apparue à cet endroit quelques minutes plus tôt. Malgré tout, elle est certaine qu'ils se trouvent dans un monde qui donne la même impression qu'Eternal Nation. Peu importe où ils sont, Atu est heureuse d'avoir enfin retrouvé son véritable roi. En lui tenant les mains, elle l'encourage à recommencer le voyage depuis le début à ses côtés. Atu exprime son désir de construire un nouvel empire avec Takuto, un endroit où ils ne vivraient que tous les deux. Et Takuto, qui n'a déjà plus d'autre but dans la vie, accepte son objectif. Quand il tend la main pour une poignée symbolique, Atu entre dans le rôle de PNJ et se présente comme Isla d'Atu, une fille illégitime d'un monde en ruine, jurant qu'à partir de ce moment, son esprit, son âme et son corps appartiennent à Takuto. Atu est à l'origine un personnage de nature maléfique, et cette introduction exagérément dramatique met les deux un peu mal à l'aise. Mais Takuto joue le jeu et, entrant dans le personnage, déclare qu'avec sa fidèle compagne Atu, il fondera l'empire le plus maléfique de tous les temps, Minogra. Takuto demande alors à Atu si elle se souvient de la première action que l'empire de Minogra doit entreprendre, et elle répond aussitôt qu'ils doivent s'isoler du monde comme de véritables reclus afin d'éviter d'être repérés par des étrangers. Pour cela, Takuto convoque un éclaireur de production d'urgence, un insecte aux longues pattes. Comme Minogra est une civilisation qui règne sur le mal et la ruine, toutes ces créatures sont visuellement répugnantes, et l'éclaireur ne fait pas exception. Quoi qu'il en soit, Takuto ordonne à l'éclaireur d'inspecter les environs, et Atu souligne qu'il ne doit pas décevoir le roi. L'éclaireur obéit aussitôt et part en mission. Takuto se rend alors compte qu'il peut voir tout ce que l'éclaireur voit, ce qui lui fait comprendre, ainsi qu'à Atu, que ce monde fonctionne exactement comme dans le jeu. Il profite de l'occasion pour expliquer comment il a invoqué l'éclaireur. Son pouvoir magique total est actuellement de 200, et l'invocation de l'éclaireur a coûté 100 points de magie. Il se demande comment il devrait utiliser les points restants. Une base peut être construite avec 20 points, mais il envisage aussi d'invoquer un guerrier pour se protéger. Malheureusement, cela coûte bien plus que ce que son pouvoir magique actuel lui permet. Dans le jeu, Atu est une unité héroïque, puissante au combat, mais comme il ne faut que commencer, son niveau de puissance n'est que de 3. Quoi qu'il en soit, ils avancent et, grâce à la reconnaissance de l'éclaireur, Takuto parvient à avoir une bonne idée de ce qui les entoure, essentiellement, une forêt interminable d'arbres. Cela fait de cet endroit l'endroit parfait pour établir la base de Minogra. Cependant, Atu trouve étrange qu'il n'y ait aucun animal sauvage ni source de nourriture à proximité. Comme il serait trop risqué de se déplacer, Takuto décide de demander à l'éclaireur d'élargir encore plus le rayon de patrouille. Atu, se sentant inutile parce qu'elle ne contribue pas, devient triste, mais Takuto la rassure en lui disant que le simple fait qu'elle soit là à ses côtés lui suffit. Touché par ce compliment,
Atu est tellement émue qu'elle tombe amoureuse de lui sur le champ. Pendant ce temps, l'éclaireur repère un campement où plusieurs elfes noirs se sont réfugiés. Takuto se retrouve indécis quant à la marche à suivre. S'ils venaient à pénétrer sur leur territoire, cela pourrait causer un gros problème. Ainsi, la meilleure décision serait de rester caché pour l'instant. Atu affirme que, si quelque chose tourne mal, ils pourront toujours s'enfuir ensemble. Cela redonne de la motivation à Takuto, et il décide d'observer les elfes noirs à distance pour comprendre ce qu'ils font là. Mais soudain, 3 elfes noirs apparaissent devant eux, les prenant tous les deux par surprise. Takuto est choqué de constater que les mêmes elfes dont il voulait s'éloigner se retrouvent maintenant face à lui. Lui et Atu se demandent comment cette rencontre va se terminer. Mais, dans des moments comme celui-ci, le mieux à faire est de garder son calme, et c'est exactement ce qu'ils font. Pendant ce temps, les elfes noirs n'ont aucune intention de tuer qui que ce soit. Ils ont été expulsés de la ville où ils vivaient et, pour survivre, ils ont conduit tout leur peuple au cœur de la forêt à la recherche de sécurité. Après un long périple, ils ont réussi à trouver refuge sur une terre maudite. Cependant, il n'y a pas de nourriture, ce qui signifie que tous les enfants qui les accompagnent risquent de mourir. Le capitaine des elfes noirs, Guy, erre dans la forêt maudite avec ses soldats, inquiet que toute cette traversée ait été vaine. La terre est maudite et il est impossible d'y trouver de la nourriture. Certains soldats se plaignent qu'ils auraient préféré mourir en ville plutôt que de finir par mourir dans cet endroit inhospitalier. Ils commentent les rumeurs qu'ils ont entendues selon lesquelles la forêt aurait été maudite par un homme et qu'aucune forme de vie ou d'amour ne pourrait y survivre. Guy essaie de maintenir le moral de tout le monde. S'ils perdent espoir maintenant, il n'y aura plus aucune chance pour les enfants qui les attendent. Il rappelle à tous que ces enfants croient en eux et qu'ils ne peuvent pas reculer ni revenir les mains vides. Pourtant, au fur et à mesure qu'il avance, il commence à réfléchir aux paroles de ses compagnons. Au fond de lui, il sait qu'ils ont raison. Les chances de survie dans cet endroit sont presque nulles. Mais, même si les autres sont terrifiés et sur le point d'abandonner, il est le capitaine. Il doit diriger, il ira jusqu'à la victoire. À mesure qu'il s'approche, Guy ressent l'énergie de Takuto et Yatu et panique. Il craint que les deux ne les attaquent immédiatement et qu'il perde son peuple. Ce qu'il fera ensuite déterminera le destin de toute sa race, il doit donc agir avec diplomatie. À son arrivée, il voit Takuto, qui ressemble à un esprit sombre, et Yatu, qui a une apparence normale. Guy s'agenouille immédiatement, suivi de ses soldats. Il admet qu'ils ont envahi ce territoire et qu'ils n'auraient pas dû être là. Yatu exige de savoir pourquoi ils sont venus, alors qu'ils savaient que la zone était interdite. Guy explique tout, comment ils ont été chassés de leur ville, comment ils ont fui précipitamment, le long voyage et les enfants affamés qui les attendent dans la forêt. Il est nerveux, surtout parce que Yatu continue de lui lancer des regards froids. Il pense qu'il va être exécuté, mais alors Takuto lui demande s'il a faim. Guy ne répond pas tout de suite, mais Yatu le presse de répondre à son maître. Alors il dit que oui. Immédiatement, Takuto fait apparaître plusieurs pommes. Guy n'a jamais vu de pommes de sa vie et il ne sait même pas que c'est de la nourriture. Takuto explique qu'elle est juteuse à l'intérieur et qu'il va aimer. Guy hésite, ne sachant pas si c'est sûr, mais en se retournant, il voit ses soldats déjà en train de manger. Yatu l'encourage aussi à manger, mais il reste méfiant. Alors, Takuto fait aussi apparaître des poires. Maintenant, Guy commence à se méfier des intentions de Takuto. Les elfes noirs n'ont jamais été un peuple aimé. Ils ont toujours fait face à l'hostilité. Alors, voir quelqu'un les aider sans rien demander en retour, ça semble louche. Il dit à Takuto qu'il préfère ramener la nourriture aux enfants dans la forêt. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Takuto invoque encore plus de fruits. Guy est choqué et profondément reconnaissant. Pendant ce temps, les enfants abandonnés dans la forêt sont au bord de la mort, attendant silencieusement un miracle. Et il arrive. Ils sentent une odeur familière dans l'air. Guy et ses hommes sont revenus. Et non seulement ils sont revenus, mais ils sont revenus avec toute la nourriture et l'espoir dont ils avaient besoin. Guy dit à tout le monde de se préparer pour un festin et tous se jettent sur la nourriture. Les enfants affamés mangent et commencent à se rétablir. L'un des elfes demande à Guy d'où vient toute cette nourriture, mais il ne donne pas de détails. Il dit simplement que le destin leur a souri. Mais, dans son esprit, il continue de revivre l'image de la silhouette sombre qu'il a rencontrée plus tôt. Après le repas, tout le monde tombe dans un profond sommeil, tandis que Guy reste éveillé près du feu, veillant, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par l'un des anciens, le vieux Moltar. Moltar remercie Guy pour ses efforts, mais commente que les baies n'avaient aucun goût qu'il avait jamais goûté. Au cours de ses 200 ans de vie, il n'avait jamais rien goûté de semblable. Guy est d'accord. Lui aussi a ressenti quelque chose de différent en les mangeant. Lorsque Moltar demande d'où venait cette nourriture, Guy révèle qu'ils ont rencontré une légende dans la forêt. Ils ont erré parmi les arbres et,
par hasard, sont tombés sur cette figure mystérieuse. Moltar se demande s'il pourrait s'agir du légendaire roi des ruines. Selon d'anciens récits, le roi des ruines apparaîtrait lorsque le monde serait surpeuplé, détruirait tout et replongerait le monde dans les ténèbres. Mais personne ne sait vraiment si cela est réel, car aucun être vivant ne l'a jamais vu de ses propres yeux. Moltar demande alors si Takuto s'est présenté comme le roi des ruines, mais Guy répond que Takuto ne s'est même pas présenté. Il a seulement parlé par l'intermédiaire d'une servante. Moltar insiste sur le fait que le roi des ruines ne donnerait jamais rien gratuitement. Il demande alors ce que Guy a donné en échange. Guy répond que c'était par pure bienveillance de la part de Takuto, mais Moltar n'y croit pas. Il dit qu'aucun être des ténèbres n'agit par générosité. Guy, cependant, insiste pour appeler Takuto le Grand, affirmant qu'il voulait seulement aider. Moltar rétorque en disant que ce titre ne convient pas à une créature comme le roi des ruines, mais Guy reste ferme. Il les a aidés, pour cela, il mérite cette reconnaissance. Guy se demande alors s'il n'aurait pas mieux valu que tous meurent, plutôt que d'accepter cette aide. Moltar finit par céder. Il reconnaît que Guy a raison et dit que, lorsque viendra le moment de rendre l'appareil, il s'occupera lui-même des négociations avec Takuto, que personne d'autre n'a besoin de s'en soucier. Pendant ce temps, Yatu est furieuse contre Takuto parce qu'il a gaspillé de la mana en nourrissant des étrangers. Elle le force à s'agenouiller et exige une explication. Takuto essaie de se justifier, disant qu'il a simplement eu pitié d'eux. Yatu reste stupéfaite. Elle rappelle qu'ils ne savent même pas si Minogra sera un royaume pacifique ou brutal, ni combien de batailles les attendent, et que l'utilisation de cette mana était un gaspillage. Mais, aussitôt, elle se ressaisit. Elle est une servante, elle ne devrait pas parler à son roi de cette façon. Takuto, de son côté, répond avec sincérité. Il dit qu'il ne peut pas vivre dans cet endroit sans elle à ses côtés. Ils forment une équipe. Et puis, il réfléchit qu'à l'époque où les elfes noirs étaient présents, il se sentait distant d'eux, comme s'il n'arrivait à se connecter avec personne. Peut-être qu'il est simplement timide. Atu, surprise, dit qu'elle ne s'en était même pas rendue compte. Elle pensait qu'il jouait simplement le rôle d'un vrai roi, parlant toujours à travers sa servante. Ils finissent par se chamailler de façon légère et taquine, jusqu'à ce que la mascotte de Takuto revienne avec un rapport de reconnaissance. Mais, au final, quelle est exactement la mission de Takuto dans ce monde qui ressemble à un immense plateau de jeu? Le lendemain, Geiya se prépare à rendre visite à Takuto à nouveau, et l'ancien Mouté lui demande s'il est prêt à affronter le roi. Il pense que, puisqu'ils ont accepté la charité du roi sombre, ils doivent maintenant être prêts à payer n'importe quel prix qu'il exigera en retour. Geiya s'y oppose, affirmant que Takuto n'a jamais mentionné quoi que ce soit de ce genre, mais Mouté rétorque que c'est tout simplement la nature des êtres maléfiques. Ils demandent toujours quelque chose en échange des faveurs qu'ils accordent. Malgré tout, il admet que, pour survivre, ils doivent encore dépendre de Takuto, car aucun autre endroit n'est sûr pour eux. Ainsi, les deux décident d'aller ensemble voir Takuto, sans savoir qu'un des insectes espions du roi les observait depuis le début. Takuto rappelle immédiatement l'insecte pour recevoir son rapport. En apprenant que les elfes arrivent, il souhaite simplement qu'ils prennent le reste de la nourriture qu'il a préparée la veille et qu'ils repartent sans causer de problème. Takuto est nerveux, expliquant qu'il a du mal à communiquer, ce qui le fait douter de sa capacité à négocier avec les elfes noirs. Atu se propose alors de le faire à sa place, affirmant que ce sera aussi une bonne façon de montrer aux elfes que son roi ne daigne même pas parler à des gens comme eux. Peu après, Mouté et Geiya arrivent et le vieil elfe salue Takuto, le remerciant d'avoir fourni de la nourriture à son peuple. Il demande alors s'il peut connaître le nom de celui qui les a aidés. Après avoir reçu la permission de Takuto, Atu révèle son nom et le présente comme le roi de la ruine. Les deux elfes noirs sont choqués de voir leur pire crainte confirmée. Atu leur dit alors de prendre la nourriture et de partir rapidement, car elle ne va pas durer longtemps de toute façon. Cependant, Mouté exprime le désir de rendre l'appareil à Takuto et demande ce qu'il pourrait offrir en échange. Atu répond froidement qu'il ne possède rien qui puisse satisfaire son roi, alors il ne devrait même pas essayer. Elle leur demande s'ils ont quelque chose qu'ils considèrent même comme précieux, et Mouté hésite, car ils n'ont déjà plus rien de tel. Atu le lance un regard mortel en voyant son hésitation et lui demande s'il est en train de manigancer quelque chose. Mouté panique et Takuto se rend compte que la négociation prend une mauvaise tournure. Soudain, il appelle Atu pour discuter d'une nouvelle approche, et elle s'énerve en réalisant que Takuto compte être trop indulgent. Elle le réprimande, disant que ces deux ratés ne savent même pas négocier et qu'à ce rythme, ils ne feront que devenir des obstacles. Atu suggère alors de tous les tuer et de placer leur tête sur des piliers autour de la base, mais Takuto l'interrompt et lui demande d'arrêter d'agir ainsi. Il affirme que les elfes veulent simplement coexister pacifiquement et souhaitent payer pour l'aide reçue pour cette raison.
Takuto suggère qu'il demande quelque chose que les elfes peuvent offrir, au lieu de donner de la nourriture gratuitement, car cela permettra de maintenir de bonnes relations entre eux. Atu ne peut pas réfuter cette logique et informe alors les elfes que le roi a décidé d'accepter leurs offrandes. En voyant le soulagement sur le visage de Mute, Takuto et Atu réalisent tous deux qu'il était nerveux à l'idée que Takuto soit un être maléfique typique. Atu le réprimande pour cela, mais se retrouve vite indécise quant à ce qu'elle pourrait demander en échange de la nourriture. Soudainement, Takuto a une idée et dit à Atu de demander aux elfes des informations sur le monde extérieur. Mute est ravi d'entendre cela et jure de raconter à Takuto tout ce qu'il a vu et entendu dans le monde extérieur, en détail. Atu ajoute alors qu'après avoir fait cela, il devra quitter la forêt avec sa tribu immédiatement, ce qui choque aussi bien Geiya que Mute. Ils affirment qu'ils aimeraient continuer à vivre là, sous la clémence de Takuto, mais Atu leur dit d'arrêter d'être gourmands s'ils veulent rester en vie. Geiya essaie d'argumenter, mais Mute le fait taire, affirmant qu'ils doivent obéir à l'ordre du roi. Ils commencent à se retirer, mais Takuto se sent mal de les expulser et a une nouvelle idée. Il demande à Mute et Geiya de devenir ses citoyens. Tous deux sont choqués d'entendre cela, mais aucun autant qu'Atu, qui demande à Takuto ce qu'il est en train de faire. Il lui rappelle le système de réfugiés dans le jeu, qui permet d'accueillir différentes espèces en tant que citoyens. Takuto explique que, comme les elfes noirs sont une espèce neutre, ils s'adapteraient facilement à la tribu maléfique du royaume et pourraient coexister avec les autres espèces qui y vivent. Atu exprime encore des doutes, car les espèces à alignement maléfique ont tendance à entrer en conflit entre elles. Mais Takuto lui rappelle que son espèce principale, les homoncules, ressemble à des humains démontés et remontés de façon grotesque, et qu'ils ne peuvent pas passer tout leur temps uniquement avec ces créatures. Atu accepte immédiatement dès que l'image effrayante des homoncules lui vient à l'esprit. Elle se tourne vers les deux elfes et dit que Takuto prévoit de construire un royaume ici bientôt et qu'il est prêt à les accepter comme citoyens s'ils jurent de le servir. Mute est surpris et demande à Atu ce qui se passera s'ils acceptent, et elle précise qu'ils deviendront des êtres maléfiques, mais ajoute qu'être méchant est plus amusant qu'il n'y paraît. Peu après, Takuto et Atu se dirigent vers l'établissement des elfes noirs, où tout le monde est prêt à les accueillir. Tous ont peur de Takuto, et certains des plus faibles s'évanouissent rien qu'en le voyant. Il prend place sur son trône avec Atu à ses côtés, qui annonce aux elfes noirs qu'ils vont désormais devenir citoyens du royaume. Atu demande une dernière fois à Takuto s'il est sûr de sa décision et, après avoir reçu sa permission, les elfes sont officiellement acceptés dans le royaume. Atu les félicite, disant que désormais leur survie et leur sécurité sont garanties par leur nouveau roi. Geiya se demande si c'est tout, car elle ne ressent aucune différence malgré le fait d'être maintenant un être maléfique. Cependant, il regrette immédiatement ses paroles lorsqu'une haine intense s'empare de lui et des autres elfes. Ils se souviennent des personnes qui les ont blessés et persécutés, étant submergés par un ardent désir de vengeance, tandis que les deux elfes ordinaires qui les accompagnent s'inquiètent de ce qu'ils voient. En observant la souffrance de tous, Takuto demande s'ils vont bien, et Geiya est ému de réaliser que, pour la première fois, quelqu'un se soucie de lui et de son peuple. Les larmes aux yeux, les elfes noirs commencent à acclamer Takuto et lui, même en essayant de garder son calme, et visiblement bouleversé par la scène. Quelques jours plus tard, Moult remet à Takuto une carte du continent, et le roi s'évanouit en la voyant. Atu demande ce qui s'est passé, et il lui dit de regarder la carte et de comprendre la terrible position de départ qu'ils ont reçue. Ils sont situés sur un continent dominé par deux civilisations puissantes. La première est le royaume sacré de Qualia, une nation d'humains qui vénère le dieu Arlo, fortement aligné du côté du bien. L'autre est Elnan, une alliance d'élémentaires ou ville des elfes dévoués à la nature, également du côté du bien. Atu panique en réalisant que, s'ils sont découverts, le royaume sera facilement éradiqué. Elle s'évanouit aussi avec Takuto, mais il se remet rapidement et dit que, tant qu'ils ne sont pas découverts, ils ont le temps de grandir et de se renforcer. Takuto commente que, dans le jeu, son espèce principale, les Unuli, est très stupide et incapable de faire des recherches. Mais maintenant qu'il a les elfes noirs, les choses devraient s'améliorer. Peu après, les elfes noirs lui rendent à nouveau visite, et cette fois, Geiya amène son assistante, Emily. Il dit qu'Emily est une intello brillante qui en sait beaucoup sur les autres royaumes et qu'elle sera bien plus utile que lui-même. Atu déclare que le roi est satisfait de leur dévouement et annonce qu'à partir de maintenant, ils auront des fonctions importantes. Elle nomme Moult responsable des affaires internes du royaume, disant qu'elle attend beaucoup de lui, surtout parce qu'elle sait qu'il maîtrise la magie. Ensuite, elle nomme Geiya chef de la garde de Minagra et lui confie la mission de constituer une armée forte afin qu'il puisse se défendre. La tâche de recruter des soldats lui revient entièrement, et Geiya s'enthousiasme en disant qu'il va tuer tous les ennemis et exposer leur tête comme trophée.
Takuto, cependant, est écœuré et dit que la guerre est quelque chose de barbare. Atu explique à Geiya que son roi préfère la paix, ce qui rend le guerrier elfe encore plus perplexe. Pourquoi le roi de la ruine voudrait-il la paix? Moult provoque alors Geiya, se levant et disant qu'à la différence de l'autre, qui n'a que des muscles, lui sera plus utile grâce à son intelligence. Geiya prend cela comme un défi et affirme à Takuto qu'il est jeune et fort, et qu'il peut travailler davantage sans se reposer. Atu, sans se rendre compte qu'ils ne font que rivaliser pour attirer l'attention du grand-papa maléfique, pense qu'ils sont simplement deux bourreaux de travail. Elle demande à Takuto s'il devrait confier une mission aux deux, et il suggère de leur ordonner d'embellir le terrain et de construire quelques maisons. Atu transmet immédiatement cet ordre à Moult, lui demandant de rassembler suffisamment de bois pour les constructions sans détruire la forêt. Moult répond aussitôt, rappelant que les elfes noirs sont à l'origine des habitants des forêts. Takuto ajoute alors qu'ils doivent reboiser les zones qu'ils défrichent. Cela déroute les elfes, car ils n'ont jamais entendu parler de ce concept. Takuto se rend compte que leur civilisation est peut-être plus primitive qu'ils ne le pensaient et demande s'ils connaissent la magie militaire ou les 6 éléments principaux. Moult répond qu'il ne connaît que les 4 éléments et Emily dit n'avoir jamais entendu parler de magie militaire. Takuto et Atu se rendent compte que ce monde est plus en retard qu'ils ne le pensaient, ce qui, en réalité, est une bonne chose. S'ils développent rapidement leur technologie magique, ils pourront dépasser les autres nations. Atu explique alors que reboiser signifie planter de nouveaux arbres à la place de ceux qui ont été abattus. Les elfes disent qu'ils le font déjà, mais sans utiliser la magie pour accélérer le processus. Atu mentionne que le reboisement utilise les 6 éléments principaux pour faire pousser les arbres plus vite, sans gêne, attribue faussement cette idée à Takuto. Elle continue de faire l'éloge du roi, disant que c'est lui qui a créé les fruits uniques qu'ils ont mangés, et que le raisin est son fruit préféré. Emily est d'accord et dit qu'elle a planté quelques graines de raisin et qu'elles commencent déjà à germer. Cela surprend Takuto, qui ne pensait pas qu'il était possible de cultiver quoi que ce soit à cet endroit. Cependant, il se rend compte que, s'il a réussi à créer des fruits de la terre avec de la magie, il pourrait peut-être créer d'autres choses aussi. Il teste sa théorie en créant une pièce de monnaie et se rend compte qu'il peut aussi produire de la poudre à canon et d'autres éléments scientifiques. Ainsi, il se rend compte qu'il pourra accélérer le développement de sa civilisation bien plus rapidement que les autres royaumes. Pendant ce temps, dans le royaume sacré de Qualia, les choses commençaient aussi à s'agiter. La sainte Selena menait un groupe de chevaliers vers les collines enneigées pour s'occuper de quelques monstres qui représentaient une menace pour les villages voisins. Dès qu'elle aperçut les gobelins courant dans sa direction, elle pointa son bâton vers eux et les réduisit en cendres avec sa flamme sacrée. La flamme sacrée se dissipa dans les nuages après avoir détruit les monstres, et lorsque la lumière du soleil tomba sur le sol calciné, des fleurs y poussèrent. Le capitaine de la garde de nuit expliqua à ses hommes que le pouvoir de Selena brûlait les monstres de nature maléfique et créait des parterres de fleurs à leur place, et que c'était grâce à elle qu'ils entretenaient de bonnes relations avec les elfes. Ensuite, Selena dit au cardinal qu'il devrait envoyer des paladins vers le sud, car elle avait récemment eu un pressentiment concernant quelque chose de terrible sur le point de se produire dans la forêt maudite. Le cardinal refusa, disant que la forêt se trouvait à l'extrémité du continent et qu'il avait besoin de la permission de ses supérieurs pour y envoyer des paladins. Selena le menaça, disant qu'elle irait elle-même si personne n'était envoyé. Bien que le cardinal ait tenté de discuter, il finit par céder et promit d'envoyer les soldats qu'il pourrait mobiliser de son propre chef. Pendant ce temps, Takuto et Atu étaient occupés à développer leur territoire, en commençant par la construction de maisons pour les elfes noirs. Une salle du trône temporaire avait déjà été érigée autour du trône de Takuto, et il était impatient d'organiser des réunions et des conférences avec les citoyens importants de son royaume. À ce moment-là, Moulte, Geiya et Emile arrivèrent sur place, et Atu leur dit qu'ils devaient commencer immédiatement la première réunion du conseil. Cependant, Emile avait un cadeau pour Takuto avant la réunion, un vêtement qui le faisait paraître féminin. Il fut ravi de ce cadeau, car ses vêtements commençaient à être sales, et il remercia les elfes pour cela. Cependant, les elfes ne remarquèrent aucun changement dans son apparence, mais ils firent confiance à Atu lorsqu'elle affirma que Takuto était superbe dans le vêtement qu'ils avaient préparé. Une fois cela réglé, elle lança la réunion du conseil, bien que Takuto fût très occupé à s'admirer lui-même. Atu décida de poursuivre la réunion sans lui et de ne consulter Takuto que lorsque ce serait nécessaire, ce qu'il accepta sans problème. Une fois la réunion commencée, Moulte demanda à Atu quel type de construction il fallait ériger en priorité.
Elle répondit qu'il devait commencer par des installations de production alimentaire et, ensuite, sortit une plante à l'apparence effrayante, qui serait leur principale source de nourriture pour le moment. Les elfes furent dégoûtés en voyant la plante et demandèrent à Atout d'expliquer de quoi il s'agissait. Elle expliqua qu'il s'agissait de la plante de viande, unique à leur civilisation. Atout expliqua que la plante pouvait produire de la viande ayant le goût de la chair humaine et qu'elle était très nutritive. Les elfes furent choqués d'entendre cela et dirent qu'ils ne mangeaient pas d'humains, mais Atout les rassura en disant que la plante de viande ne servirait que pour la phase initiale et que d'autres types de nourriture seraient bientôt disponibles. Elle ajouta également qu'il était nécessaire de construire des entrepôts et des hangars de gestion à côté des fermes, et Enil se proposa pour assumer cette responsabilité. Après cela, Atout passa au point suivant de l'ordre du jour, la recherche, car acquérir une technologie avancée était particulièrement important pour des nations petites comme la leur. Moulté demanda sur quel type de technologie ils devaient se concentrer, et elle répondit qu'ils allaient rechercher la technologie magie. Takuto était très enthousiaste à cette idée, et Moulté, en tant que mage, promit de faire de son mieux pour l'impressionner. Il demanda alors à Atout exactement quel type de technologie magique il devait rechercher, et elle expliqua qu'il s'agissait de magie militaire. Elle expliqua que les magies offensives ordinaires ne pouvaient toucher que peu de personnes à la fois, tandis que les magies militaires avancées pouvaient détruire des villes entières et même modifier le terrain à leur avantage. Atout ordonna qu'il rassemble les elfes talentueux en magie et commence immédiatement la recherche. Moulté était enthousiasmé par l'idée de créer des sorts qui n'existaient pas encore dans ce monde. Le sujet suivant abordé fut la stratégie militaire, ce qui enthousiasma Geiya, car c'était à son tour de participer. Cependant, Takuto l'interrompit rapidement en disant qu'il n'allait pas investir beaucoup dans l'armée pour le moment. Atout ajouta que les armées coûtent cher à entretenir et qu'en temps de paix, elles ne rapportent rien. Geiya fit valoir que, dans l'état actuel, ils n'avaient pas assez de force pour protéger leur roi et qu'ils devraient donc accorder plus d'attention au secteur militaire. Moulté ajouta également que lui et Geiya avaient tous deux une prime sur leur tête, car ils étaient les chefs des elfes noirs, et que leurs ennemis pouvaient attaquer à tout moment. Takuto comprit les préoccupations et décida de créer un héros pour les protéger. Atout approuva, disant que créer un héros coûtait cher, mais qu'il n'y avait pas besoin d'entretien, ce qui le rendait idéal pour les besoins actuels. Les elfes ne savaient pas ce qu'était un héros, et Atout expliqua qu'il s'agissait d'êtres incroyablement puissants qui servaient directement sous les ordres du roi. Il ajouta qu'il existait des conditions pour invoquer différents héros, mais qu'il était confiant qu'il pourrait invoquer le premier bientôt, ce qui enthousiasma Takuto. Il réfléchit alors au fait que presque tout dans ce monde dépendait de la mana, et que le royaume ne pouvait collecter de la mana que de son peuple. Plus les gens étaient heureux, plus ils pouvaient générer de mana. Et Takuto est déterminé à faire de son royaume l'endroit le plus heureux de cette planète. Pendant ce temps, dans le royaume sacré de Qualia, un jeune paladin nommé Lonius a été choisi pour intégrer l'équipe d'investigation qui sera envoyée dans la forêt maudite. Un paladin vétéran nommé Vertli l'accompagne également, et son passe-temps favori est de taquiner Lonius, qui est beaucoup trop sérieux et strict avec les règles. Vertli se plaint que l'équipe d'investigation est bien trop petite, composée seulement de 2 paladins et de quelques mercenaires. Il fait remarquer que l'Église devrait accorder plus d'attention à la prophétie de Selena, et Lonius est d'accord, mais il sait qu'il est impossible de deviner ce que pensent les supérieurs. Il est également conscient que, s'ils réussissent, ils seront grandement récompensés, mais si jamais ils échouent, toute la faute retombera probablement sur lui. De retour à Ninagra, Takuto inspecte les progrès de sa civilisation. Il est nostalgique, car il a déjà vu cette phase initiale des milliers de fois à travers un écran, mais cette fois, il voit tout de près. Emily guide la visite et explique que les elfes noirs sont des spécialistes dans la construction de maisons dans les arbres. Cependant, le rythme est lent pour l'instant, car ils concentrent leurs efforts sur les arbres de chair. Les arbres poussent bien, et les installations de stockage et de gestion ont déjà été construites. Enili ajoute qu'ils ont trouvé une source d'eau douce à proximité et qu'ils testent la possibilité d'en extraire de l'eau. En ce qui concerne la recherche magique, Moultre et d'autres mages se consacrent au tout nouveau centre de recherche. Takuto est heureux d'apprendre tout cela, surtout de voir que les elfes prennent des initiatives, comme chercher de nouvelles sources d'eau.
Il est ému de constater que les elfes, qui semblaient auparavant épuisés à leur arrivée, affichent maintenant des visages heureux. Quand il en parle à Emily, elle se met à pleurer de joie, ce qui effraie Takuto de la voir s'effondrer ainsi. Mais elle se ressaisit rapidement et poursuit la visite. Elle les conduit jusqu'à la plantation des arbres à viande et explique que, grâce aux outils fabriqués par Takuto, la première récolte aura lieu bientôt. Ensuite, elle les emmène jusqu'à la source d'eau qu'ils avaient trouvée, mais elle remarque que l'atmosphère du lieu a complètement changé. L'eau s'est assombrie et Emily se montre déçue, pensant qu'ils ne pourront plus l'utiliser. Avant que Ratu ne puisse expliquer, Moultre et Geia arrivent aussi pour voir la source et sont d'accord avec Emily, estimant que l'eau semble inutilisable. Cependant, Ratu en prend une gorgée et affirme que l'eau est parfaitement sûre à la consommation. Elle explique alors que l'environnement semble désormais sombre et lugubre parce qu'il fait maintenant partie de Minagra, grâce à une fonction appelée terrain maudit. Takuto demande aux elfes de respirer profondément et, soudainement, ils sentent leur esprit plus clair et leur corps rempli d'énergie. Ratu explique que le terrain maudit favorise les créatures d'alignement maléfique et pénalise celles d'alignement neutre ou bon. Comme les elfes noirs font désormais partie du royaume, ils sont considérés comme maléfiques et, pour cette raison, l'eau est sans danger pour eux. Geia le confirme en buvant l'eau et Ratu déclare que bientôt toute la forêt sera englobée par le terrain maudit. Cependant, Takuto considère cela comme problématique, car le terrain se remarque trop. Moultre est d'accord, disant qu'avec la forêt assombrie, les ennemis pourraient facilement les repérer. Geia propose à nouveau de créer une armée, mais Ratu et Takuto réaffirment qu'ils vont invoquer un héros. Moultre commente qu'il ne comprend toujours pas bien ce qu'est un héros et Ratu décide d'enseigner par un exemple pratique. Soudain, elle invoque des tentacules sombres depuis son dos, abattant des arbres avec facilité avant de révéler qu'elle-même est une héroïne. Et même en utilisant seulement 1% de sa puissance totale, elle serait encore capable de vaincre des armées entières. Takuto, tout excité, se vante devant les elfes surpris, disant que les héros sont incroyables et qu'ils deviennent de plus en plus forts avec le temps, même sans rien faire. Cependant, il change vite de sujet et réprimande Ratu pour avoir abattu des arbres juste pour se montrer, lui demandant de nettoyer le désordre ensuite. Les elfes, quant à eux, sont émerveillés par la démonstration de puissance et déclarent que Takuto est un être exceptionnel pour avoir des subordonnés aussi puissants. Ils décident qu'ils doivent construire un grand palais digne de Takuto, mais il leur dit que ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Malgré tout, les elfes refusent de laisser leur roi vivre dans des maisons ordinaires comme eux. Ratu ajoute également que la construction d'un palais rendrait le peuple plus heureux, donc il serait bon de les laisser le faire. Takuto finit par céder et autorise la construction, disant que dans le futur il souhaite avoir une forteresse volante, mais que pour l'instant, un palais ordinaire suffira. Au même moment, le groupe d'enquête dirigé par l'ONUS et Vert a commencé son voyage vers les forêts maudites du sud. Vertet était encore insatisfait de la taille du groupe, mais l'ONUS lui a rétorqué que c'était le mieux qu'il pouvait espérer, puisque la majeure partie des forces de l'Empire étaient occupées à gérer les troubles du Nord. Des espèces d'alignements maléfiques y ont fait une apparition soudaine, attaquant et pillant les villes, ce qui a contraint l'Empire à dérouter sa puissance militaire vers cette région. Les mercenaires ont commenté que ceux qui étaient envoyés vers le nord affronteraient une tâche difficile et se sentaient chanceux de ne pas avoir reçu cette mission, même avec un paiement très avantageux. La raison de leur refus était l'implication d'une sorcière dans l'affaire, et ils ne voulaient pas s'en mêler. L'ONUS devint curieux de cette sorcière et interrogea Bargo, le mercenaire, à ce sujet le soir. Bargo a dit que des rumeurs couraient selon lesquelles toute la situation dans le nord était causée par une sorcière, mais l'ONUS a refusé d'y croire. Il a affirmé qu'une seule personne ne pouvait être responsable d'un si grand nombre de monstres, et Bargo a acquiescé, disant que c'était probablement l'œuvre d'un culte. Cependant, Vert lui demanda de se taire avant qu'il ne finisse par leur porter malheur à tous. L'ONUS s'agaça contre Vert en réalisant qu'il était ivre et le réprimanda, lui rappelant qu'en tant que serviteur de Dieu, il n'avait pas le droit de boire. Vert, de son côté, était prêt à débattre en se basant sur les textes sacrés, mais il ignora rapidement l'ONUS pour se mettre à flirter avec la serveuse qui lui apportait une autre boisson. Bargo demanda alors à l'ONUS pourquoi 2 paladins étaient envoyés si loin au sud. Il craignait que ce soit à cause d'une autre sorcière, et si c'était le cas, il voulait rassembler ses hommes et partir avant que les choses ne deviennent dangereuses.
Lonius a répondu qu'il ne savait pas, mais Vert a révélé qu'il avait déjà recueilli quelques informations auprès de la serveuse. Un groupe d'elfes noirs s'était récemment réfugié dans les forêts maudites, et leur supérieur désirait, sans aucun doute, s'en occuper le plus tôt possible. Bargo fut soulagé d'entendre cela, et convint que les elfes noirs devaient être éliminés rapidement, car ils étaient très doués pour les assassinats et les malédictions. Lonius était également d'avis que s'il leur laissait carte blanche, ils représenteraient rapidement une menace. Cependant, Vert lui a enjoint de garder son calme, lui rappelant sans équivoque qu'il ne s'agissait que d'une mission de reconnaissance et que, si la situation venait à dégénérer, leur devoir serait de s'échapper plutôt que d'engager le combat. Pourtant, Lonius était obsédé par l'idée de vaincre le mal où qu'il se trouve et a insisté sur le fait qu'ils ne pouvaient pas fuir leur devoir de paladin. Vertet lui a enjoint de cesser de rechercher la gloire et de n'engager le combat que lorsque c'était absolument indispensable, plutôt que de s'aventurer aveuglément dans toute situation périlleuse qui menaçait sa vie. Il lui a rappelé que Lonius avait une famille qui l'attendait, tout comme les autres membres de la mission, et qu'il devait être plus prudent dans leurs décisions. Pendant ce temps, à Managra, le premier lot de la récolte des arbres à viande était prêt et avait été disposé au centre d'un grand hôtel. Takuto se tenait devant la récolte, entouré par les elfes noirs qui l'observaient avec attente, curieux de voir ce qui allait se passer. Takuto a commencé à canaliser son mana dans les fruits, et soudain, ils se sont transformés en un insecte géant. Les elfes étaient incroyablement surpris de voir Takuto insuffler la vie à des fruits et ils se mirent à le louer, affirmant que cela ne représentait même pas 1% de ses véritables capacités. Atu déclara qu'il deviendrait encore plus puissant et accomplirait des miracles encore plus grands avec leur dévotion, ce qui poussa tout le monde à l'acclamer. Plus tard, Takuto retourna sur son trône et se sentit soulagé d'avoir réussi à produire un monstre insecte en échange de nourriture. C'était l'une des fonctions du jeu, mais ils ne comprenaient pas encore exactement comment cela fonctionnait dans ce monde. Atu leur dit alors qu'ils ne devaient pas trop se préoccuper de cela, car ils avaient découvert un moyen de produire davantage de créatures pour le service du royaume. Elle le prévint qu'il fallait passer à la prochaine étape. Takuto acquiesça, disant qu'il invoquerait un héros dès qu'ils auraient assez de mana. Pleine d'enthousiasme, Atu demanda qui il prévoyait d'invoquer, et Takuto lui répondit qu'il désirait invoquer Isla, la reine des insectes. Atu pensa que c'était un bon choix, et Takuto commença à expliquer qu'Isla pourrait augmenter la puissance de tous les monstres de type insecte et leur permettre de combattre en première ligne. De surcroît, elle pouvait engendrer des larves aptes à effectuer des travaux manuels, ce qui renforcerait le royaume sur 2 fronts. Atu fut satisfaite de voir qu'il avait mûrement réfléchi, et Takuto précisa qu'Isla était la seule option viable, car les autres héros étaient trop instables pour être invoqués. Atu acquiesça, sachant que les autres nécessiteraient des années de thérapie, et Takuto mentionna qu'il espérait les invoquer un jour, mais pas maintenant. De l'autre côté, Lonius et les autres étaient déjà arrivés sur le continent sombre et rencontrèrent très vite leur premier adversaire, un géant des collines. Lonius commença à commander aux mercenaires de fournir un soutien, mais Vert l'interrompit en disant que ce n'était pas nécessaire, car il s'occuperait du monstre seul. Il affirma qu'il n'avait pas de temps à perdre et que ce serait plus rapide s'il agissait seul, demandant aux autres de ne pas le gêner. Il s'approcha rapidement du géant et pointa ses épées vers lui pendant que le reste de la compagnie regardait. Vert enchanta alors son épée d'un pouvoir sacré et le géant des collines attendit patiemment qu'il ait fini avant d'attaquer. Avec une grande aisance, Vert réussit à bloquer la lourde massue du monstre et la trancha net avec son épée sacrée. Puis, il a bondi sur la créature et lui a infligé de multiples coups d'affilée, l'anéantissant sans lui donner la moindre chance de réagir. Après avoir tué le géant, Vert regagna les rangs et Lonius le félicita, affirmant que la mission serait facile avec lui. Cependant, Vert ne semblait pas si confiant, ce qui inquiéta Lonius. Pendant ce temps, à Minagra, Takuto mangeait un hamburger quand Atto le réprimanda, lui demandant de manger plus sainement. Il répondit qu'il avait passé trop de temps à l'hôpital à manger des plats sains et sans saveur et que maintenant il voulait essayer de nouvelles choses. Inquiet pour Atto, il fit remarquer qu'elle ne mangeait que de la salade depuis des jours, et elle répondit que ce type de nourriture lui correspondait mieux. Ils parlèrent aussi de l'avancement des constructions, et soudain, Takuto demanda à Atto de convoquer Molter et les autres après le repas. Il expliqua que les nouveaux insectes de reconnaissance avaient cartographié la zone autour de la base et qu'ils voulaient agir sur un village humain voisin. Takuto demanda d'abord à Atto de confirmer si ce village faisait partie du royaume sacré de Qualia, et elle répondit qu'elle était presque sûre que c'était un territoire indépendant et d'alignement neutre. Takuto fut satisfait de l'information, car cela signifiait qu'il pourrait négocier avec les habitants et il espérait que rien de mal n'arriverait pendant l'interaction. Il déclara que, pour l'heure,
tout paraissait sous contrôle, et Atto plaisanta en disant qu'il tentait le diable avec de tels propos. Takuto, lui, rit en affirmant que rien de tout cela ne se produirait. À ce moment précis, il reçut un message d'un des insectes l'informant qu'un groupe armé s'approchait de la forêt. Il a dit à Attu qu'ils essaièrent de les éloigner pacifiquement, mais qu'ils devaient se préparer à combattre si la situation s'envenimait. Le groupe armé était en réalité l'escorte de Lonus et Verst. Quand ils approchèrent de la forêt, Verst ordonna à tous de s'arrêter, sentant quelqu'un venir. Attu est sorti de la forêt, vêtu de noir, cachant son visage et ses traits, et Verst a exigé qu'elle s'identifie. Attu a déclaré être une elfe noire qui s'était réfugiée dans la forêt avec son clan, car aucun autre endroit n'était sûr pour eux. Verst comprit la situation et lui ordonna de dégager le passage, car il devait inspecter la forêt. Attu répondit qu'il ne devait pas y entrer. Verst sentit que quelque chose n'allait pas, mais Lonus se mit à hurler sur Attu, lui demandant comment elle osait désobéir à l'ordre d'un serviteur de Dieu. Immédiatement, Verst le réprimanda, lui ordonnant de ne pas l'interrompre. Lonus fut irrité d'avoir été réprimandé pour une chose aussi insignifiante. Vertet reprit la conversation avec Attu, disant qu'il ne pouvait pas reculer juste parce qu'elle ne voulait pas qu'ils entrent. Il lui a demandé s'il y avait quelque chose de caché dans la forêt, et elle a répondu qu'il n'y avait qu'un groupe d'elfes essayant de vivre en paix. Attu a alors demandé à Verst pourquoi il tenait tant à pénétrer dans ce lieu maudit. Après un instant de réflexion, Verst a fini par révéler que les saints avaient eu la vision de quelque chose de maléfique caché dans cette forêt et qu'il ne pouvait en aucun cas repartir sans l'avoir constaté par lui-même. Les mercenaires furent choqués d'entendre cela car ils ne le savaient pas, et Lonus l'accusa d'avoir révélé des secrets nationaux. Vertat lui a de nouveau crié dessus, disant que parfois les secrets doivent être révélés. Cela a encore plus enragé Lonus, car même un paladin de haut rang comme Verst n'avait pas l'autorité de révéler des prophéties divines sans l'approbation de ses supérieurs. Pendant ce temps, Verst a de nouveau demandé à Attu de les laisser entrer pour jeter un rapide coup d'œil. Cependant, son attitude a soudainement changé et elle a dit qu'il n'y avait rien là qui valait leur temps. Elle leur a demandé de revenir sur leurs pas immédiatement. Lonus fut furieux de voir une elfe noire, allant à l'encontre d'une prophétie divine. Il sentit le changement dans l'atmosphère autour d'Attu et en conclut qu'il y avait bien quelque chose de maléfique dans cette forêt qui devait être examinée. Vertet, cependant, semblait toujours disposé à négocier. Il demanda à Attu de jurer devant Dieu qu'il n'y avait aucune menace pour le royaume sacré de Qualia dans la forêt, et Attu jura que c'était eux qui craignaient Qualia. Vertet fut satisfait de la réponse et déclara qu'il se retirerait. Lonus n'arrivait pas à y croire, affirmant que la femme cachait clairement quelque chose. Vertet le traita de lâche 100 fois et lui dit d'arrêter de projeter ses propres peurs. Il affirma solennellement que rien n'avait été trouvé et que l'enquête était à présent close. Sur ce, il commença à s'éloigner, mais Lonus n'accepta plus qu'il prenne les décisions. Lonus déclara qu'il révoquait l'autorité de Vertet, qui était un paladin de haut rang car il avait révélé une prophétie à l'ennemi et avait abandonné son devoir. Il dit aux mercenaires qu'ils entrerèrent dans la forêt pour confirmer quel mal s'y cachait. Bargo accepta. Après tout, c'était Lonus qui signait l'échec. Attu les supplia de ne pas entrer, mais Lonus ordonna sa capture, ignorant les avertissements de Vertet. Attu soupira, reconnaissant l'échec des négociations, et quelques secondes plus tard, les mercenaires se retrouvèrent empalés sur les lances qu'elle avait invoquées, comme des brochettes fraîches. Lonus fut le premier à tomber, sans même voir ce qui s'était passé. Vertat fut le seul à tout voir et à survivre. Paniqué, il dit à Lonus qu'ils avaient affaire à une sorcière. Attu abandonna rapidement son déguisement, regrettant que la conversation se soit si bien passée et qu'il soit dommage que les choses se soient terminées ainsi. Mais c'est là que la vidéo s'arrête. Ver crie à Bargo de courir jusqu'au royaume pour les informer au sujet de la sorcière, car ils doivent le savoir. Cependant, Bargo l'informe que la première attaque de la sorcière a tué tous les messagers. Atto leur dit alors d'avancer, car elle est la calamité qu'ils cherchaient. Des corps tombent du ciel, et Lonus qui a causé ce combat tremble de peur. Ver affirme qu'il ne leur reste plus qu'à se battre et ordonne à tous de se mettre en formation de combat, préparant leurs armes pour affronter la calamité. Attu, quant à elle, est surprise de leur courage à vouloir l'attaquer. Des flèches sont tirées dans sa direction, mais elle se défend sans problème et se moque d'eux. Lonus et Ver sont complètement stupéfaits et comprennent qu'ils se retrouvent dans une situation terrible. Ver fait remarquer que tout se passait si bien et Attu est d'accord, regrettant qu'ils en soient arrivés là. Elle reproche à Lonus de vouloir faire son numéro devant tout le monde.
L'Onius demande à Ver ce qu'est une sorcière, et il répond qu'il avait des ordres stricts de ne rien dire, mais que maintenant il va tout révéler. Quand la sainte reçoit une révélation et que les échelons supérieurs la confirment, ce monstre est désigné comme une calamité appelée sorcière. Au nord, une sorcière cause ce tumulte, et la femme devant eux en est probablement une. La situation est désespérée. Atu demande si la conversation est terminée. Ver ordonne aux mercenaires de reculer, car lui et l'Onius vont affronter la sorcière. Il dit à l'Onius de le suivre. Ils invoquent la bénédiction divine pour vaincre le mal. Leurs épées s'illuminent. Ils courent vers elle et tentent de couper ses tentacules, mais Atu se moque, les trouvant lents et impuissants. Ver rétorque que ce n'est pas si simple et ils réussissent à couper les tentacules. Atu est surprise. Ils déclarent qu'ils couperont tous ses tentacules, et elle s'étonne de voir qu'ils ont utilisé une bénédiction pour porter un coup divin avec un effet bonus contre les entités alignées sur le mal. Elle commente que c'est pour ça qu'elle n'aime pas l'unité d'une bonne civilisation. Ver coupe un nouveau tentacule, ce qui irrite Atu. Elle est alors distraite et l'Onius en coupe un autre. Atu prend alors les mercenaires en otage, et connaissant bien la nature humaine, elle affirme qu'ils n'attaqueront pas. Elle adore les êtres humains parce qu'ils se soucient mutuellement les uns des autres, ce qui les transforme en des boucliers tout à fait parfaits. Malgré tout cela, Ver affirme qu'il ne reste plus que 2 tentacules. L'Onius est surpris par cette décision, mais Ver lui explique que s'ils parviennent à vaincre la sorcière, leur patrie ne subira aucun dommage. Il demande à l'Onius de bien réfléchir à ce qu'il doit entreprendre. L'Onius comprend et les deux chargent Atu, qui est surprise. Il coupe les 2 derniers tentacules, et Atu, désespéré et n'ayant nulle part où fuir, fait face au paladin qui approche pour le coup de grâce. À ce moment précis, Atu révèle sa véritable puissance et ôte la vie du paladin vert. L'Onius est complètement abasourdi. Atu laisse ensuite tomber le corps de Ver au sol. L'Onius demande comment elle a fait cela, puisqu'ils vont couper tous ses tentacules, mais elle riposte en demandant depuis quand elle a affirmé n'en avoir que 6, révélant ainsi qu'elle peut les régénérer à volonté. L'Onius comprend alors qu'elle s'est jouée d'eux depuis le début. Il ordonne aux mercenaires de fuir dans des directions distinctes afin qu'au moins l'un d'entre eux puisse s'échapper et informer le royaume de ce qui se déroule dans les terres maudites. Atu est enragé, car cela lui causera un surcroît de travail. L'Onius charge pour gagner du temps pour que les mercenaires s'enfuient, mais Atu riposte avec une épée sacrée, disant qu'elle l'a volée à l'homme mort. L'Onius est choqué. Atu révèle que toutes les techniques que Ver avait perfectionnées lui appartiennent dorénavant, car elle les a absorbées en le tuant. Elle s'élance, donnant plusieurs coups d'épée, et affirme que Ver était un homme digne d'être qualifié de puissant guerrier, mais qu'il est mort par son manque de lucidité. Elle mentionne qu'il avait une femme nommée Masha et une fille nommée Mina. L'Onius, stupéfait, lui demande comment elle sait cela. Atu explique avoir volé sentiments et souvenirs de Ver et devenir plus forte en tuant. Elle révèle un souvenir de Ver. Si je meurs ici, qu'adviendra-t-il de l'Onius, de sa famille, des mercenaires et même de moi? Tous sont des gens qui attendent notre retour. Elle dit que c'était logique qu'il soit un paladin supérieur, car il s'est soucié de tout le monde jusqu'à la fin. Atu demande ce que l'Onius ressent en apprenant cela. Il lui répond que la volonté de Ver perdure et que tant qu'Atu sera là, les mercenaires arriveront au royaume. Au même moment, il entend des mercenaires crier. Atu révèle que les elfes noirs, ses alliés, les tuent et demande si elle n'avait pas mentionné ses compagnons. L'Onius perd la raison et attaque Atu sans réfléchir, mais elle le terrasse. Ensuite, Atu parle de l'avenir. Si l'Onius avait écouté le paladin vert, il serait rentré chez lui, aurait retrouvé sa famille et aurait vécu une vie paisible et heureuse en priant son Dieu. Ils auraient été bénis par la paix et la forêt serait restée calme, permettant à Atu de dormir tranquillement comme toujours, mais maintenant, dans le futur qu'il a choisi, l'Onius mourra et sa famille aussi. Elle les traquera et les torturera jusqu'à ce qu'ils implorent la mort. Ensuite, elle détruira toutes les villes et villages qu'ils ont traversés, rejetant la faute sur les actions insensées des paladins. L'Onius la supplie d'arrêter. Atu dit que lorsqu'on est sous-estimé, c'en est fini. Et avant que ça n'arrive, elle tuera tout le monde. C'est ce qu'une personne chère lui a enseigné. C'est pourquoi elle éliminera tout le monde pour n'être rabaissée ou méprisée par personne. Peu importe combien de gens elle devra tuer. Elle affirme que c'est l'Onius qui a choisi cela et se met à rire. En pleurant, l'Onius la supplie d'arrêter. As-tu dit qu'il était une si bonne personne, qu'il croyait en Dieu, se dévouait à sa nation et aimait sa famille, mais c'est exactement ce qu'elle déteste chez ceux qui se considèrent justes. Elle fait ses adieux au paladin Lonius, lui disant de regarder depuis sa place VIP les atrocités qu'elle commettra en son nom. Après cette torture, elle le tue.
La scène coupe sur Jia, qui déclare avoir terminé comme Atu le demandait. Elle répond que le roi sera ravi d'en être informé et annonce son retour, demandant à Jia de se débarrasser des corps. Jia lui demande si elle a réellement l'intention de tenir sa promesse faite au paladin. Atu répond que non, qu'elle ne faisait que le harceler mentalement et affirme être pacifiste. Tout le monde est choqué de l'entendre se déclarer pacifiste. Atu explique qu'elle doit retourner voir le roi immédiatement. Jia demande ce qui la trouble. Elle doit voir le roi sans tarder. Atu entre dans la forêt et va à la rencontre de Takuto. Elle lui parle des sorcières et Takuto dit qu'il n'a jamais entendu parler de ces unités dans les nations éternelles. Atu confirme en disant que ce monde n'est définitivement pas le jeu. Takuto est d'accord, notant qu'ils sont vraiment arrivés dans un autre monde. Atu explique que ce monde, bien qu'ayant les mêmes mécaniques que le jeu, doit être considéré comme fonctionnant de manière différente. Takuto trouve ça problématique, mais Atu souligne qu'il y a des aspects positifs au fait que ce soit différent du jeu. Il lui demande si elle fait allusion à sa capacité, puisqu'elle peut désormais dérober les compétences des unités vaincues. Atu confirme qu'elle peut aussi voler les souvenirs de ses adversaires jusqu'à un certain point et que ce sera une arme redoutable pour eux. Takuto dit que, grâce à cela, ils obtiendront des informations sur Qualia sans avoir besoin d'enquêter. Atu ajoute qu'ils ont eu de la chance que Qualia n'ait plus de force en réserve suite à la calamité qui a frappé le Nord. Takuto est ravi d'avoir le temps de bien planifier, mais Atu appréhende que Qualia n'agisse rapidement maintenant qu'ils ont éliminé plusieurs de ses membres. Takuto la calme en disant que Qualia n'a aucune information sur eux, donc ils devraient agir prudemment. Ce qui l'inquiète, c'est la cause de la catastrophe du Nord, la sorcière. Atu confirme qu'elle aussi est préoccupée. Il lui demande si elle sait autre chose, et elle répond que malheureusement non, car Qualia semble aussi en savoir peu sur la sorcière. Ils savent qu'elle a causé des dégâts équivalents à une armée entière dans la province du Nord. Atu révèle son nom. Takuto lui demande son nom et elle répond Akino, la sorcière dévoreuse. La scène change et montre une personne aux cheveux rouges dans un lieu détruit, avec une expression démente, disant que la vie, c'est juste tuer tout le temps et que c'est pour ça qu'elle va à la ville suivante. Les morts commencent à se relever et elle fait une tête à avoir perdu une vis. On revient à Takuto, qui demande à Atu si les troubles dans le Nord sont récents. Il réalise que ce monstre est apparu il y a peu et suggère qu'ils sont peut-être venus dans ce monde de la même manière qu'eux. Atu est d'accord. Takuto dit qu'il est évident que l'ennemi a un héros, ce qui est un revirement problématique. Atu demande ce qu'ils devraient faire, car leurs actions suggèrent qu'ils sont alignés sur le mal, tout comme eux. Elle suggère de les contacter, mais Takuto n'y est pas favorable, craignant que les êtres du mal ne s'entendent pas bien. Atu acquiesce et se lamente que tout allait si bien, mais qu'ils doivent désormais faire face à une succession ininterrompue de problèmes. Takuto dit que le problème est toujours au nord et qu'ils auront le temps de s'en occuper. Il remarque que, sachant que l'ennemi a une force de héros, ils devraient eux aussi invoquer un héros. Isla n'est peut-être pas le bon héros, il suggère de se concentrer sur la puissance de combat. Atu acquiesce, ajoutant qu'il faudra encore du temps pour créer un héros, mais qu'elle apportera son aide, même minime. Takuto la remercie et révèle qu'il envisage de modifier un peu leur politique. Atu demande ce qu'il veut dire et il explique qu'ils devraient forger une alliance. Ils ont un ennemi clair, Qualia, et maintenant un élément incertain, la sorcière. Il serait sage d'avoir une nation à leur côté. Atu argumente qu'aucune nation ne voudra s'allier avec le mal, mais Takuto soutient que cela pourrait fonctionner avec une nation neutre. Elle réalise alors qu'il fait référence à la nation de l'Est. Takuto confirme que, une fois le palais achevé, il souhaite examiner de près cette nation et consolider ses propres forces afin de déterminer si celle-ci est disposée à s'allier à eux. Pendant ce temps, un conflit se déroule ailleurs. Un taureau vainque les barbares avec aisance, mais soudain, un grand nombre d'entre eux apparaissent, surprenant tout le monde qui se demande ce qui se passe. Nous retournons dans la forêt où Atu demande à Takuto s'il est en colère contre elle, car elle est peut-être allée trop loin avec le paladin. Takuto répond qu'il lui fait confiance à 100%, que tout va bien, et qu'il ne se sentirait jamais offensé par quoi que ce soit d'elle. Il lui demande de continuer à le soutenir. Atu pleure de joie et dit qu'elle sera toujours à ses côtés.